La démonstration de force de Trump, elle passe en particulier par ces B2. Le B2 devient une forme de symbole de la puissance mondiale des États-Unis. Et vous le disiez très bien, c'est cette puissance qui est universelle. C'est-à-dire qu'ils peuvent décoller du Missouri et arriver n'importe où dans le monde, furtivement, sans être repérés, sans escale, en étant ravitaillés en vol. Il y a là quelque chose comme une capacité de frapper n'importe où dans l'univers. Et vous êtes avec nous. Merci beaucoup Bertrand Villemer, expert aéronautique. Vous êtes ancien pilote de chasse, ancien chef d'état-major interarmée des forces françaises. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, on est avec vous l'armée de l'air, on a l'armée de terre ici, 13 armées de terre, 13 armées de l'air. Regardez cette image extraordinaire, c'est la première fois qu'on la voit, l'image à l'intérieur du cockpit des B2. Et on voit à quoi ressemble un B2, qui est cet avion tellement hors norme par le fait qu'il est si furtif, par sa puissance, par sa capacité à aller à l'autre bout de la Terre sans devoir atterrir nulle part. Quelles sont les différences avec le cockpit que vous avez connu, s'il vous plaît, Bertrand Villemer? Tout d'abord, c'est beaucoup plus grand, puisque le B2, il fait en masse maximum, il fait 170 tonnes, alors que le Rafale, c'est 30 tonnes. Donc vous avez une échelle qui n'a vraiment rien à voir. Ensuite, le deuxième point qui est particulier, c'est qu'il y a un pilote et il y a un chef de mission. C'est deux, et puis il peut y avoir un troisième homme au niveau de la navigation ou pour aider ses deux collègues. Donc c'est ça qui est caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est qu'effectivement, puisqu'ils peuvent rester 35 voire 40 heures en l'air, avec quelques ravitaillements, il faut qu'ils puissent vivre dans le cockpit, et à l'arrière du cockpit, il y a un petit matelas où ils peuvent se reposer. C'est très intéressant. On comprend que la dimension de l'avion, c'est la première chose. C'est un avion hors norme. J'entendais même un spécialiste dire que ça fait plus penser à la logique du porte-avions, c'est-à-dire c'est une projection de puissance. C'est une projection de puissance complètement, c'est-à-dire que c'est 52 mètres, donc je disais, 2 milliards d'eux, mais alors Gavier nous a expliqué que c'était milliards d'eux des années 90, donc ça fait près de 3 milliards. Aujourd'hui, chaque exemplaire. Chacun. Il y en a 19, me semble-t-il. Et donc, avec 4-5, avec peut-être un peu moins, même de 3-4, vous payez un porte-avions nucléaire. Donc, mais quand vous sortez ça, c'est véritablement la projection de puissance, exactement comme quand vous sortez le Charles de Gaulle, eh bien, c'est la projection de puissance française. Ou bien, même quand vous déployez la Légion étrangère, il y a le symbole, ce sont des régiments normaux, la Légion étrangère. Mais dire on déploie la Légion, ça veut dire autre chose dans la volonté politique, du pouvoir politique, effectivement. Donc là, on est vraiment dans la démonstration de puissance et la démonstration technologique, c'est-à-dire qu'il y a quand même un message politique vis-à-vis de tous les compétiteurs, genre Chine, etc., même Russie, pour leur dire, allez, du calme les gars, regardez ce qu'on est capable de faire. Alors ce qui est surprenant, c'est que c'est un avion furtif qui a la signature radar d'un moineau, mais les ingénieurs de Grumman se sont inspirés du martinet noir, qui est l'oiseau qui vole le plus vite au monde et qui a une autonomie de vol exceptionnelle, puisqu'il ne se pose jamais, il ne se pose que pour nidifier. Et le martinet noir a exactement donc la forme en vol du B2. C'est vrai qu'à Pékin et à Moscou, je reviens à ça, je me souviens qu'à Pékin, après la première guerre du Golfe en 91, les Chinois avaient découvert la puissance militaire américaine, les bombes guidées par laser, et ils s'apercevaient qu'ils avaient 2 ou 3 générations de retard par rapport à cet armement-là. Même les Russes, quand ils ont vu ce qui s'est passé à Fordo, ont dû se dire qu'eux-mêmes n'avaient pas du tout ce même reach et étaient une puissance régionale, militairement parlant, par rapport aux États-Unis. Oui, avec les Tu-95 ou bien les Tupolev 20, etc. Là, ce sont des coucous des années 70 ou même avant 60. Tu-95, c'est de la fin des années 50 quasiment. Et là, ils sont complètement déclassés technologiquement. Vous voyez cette autre séquence. Cette fois, c'est la modélisation de l'appareil. Et là, on découvre de l'extérieur tout ce qui est hors norme en matière notamment de furtivité. Le fait qu'il échappe vraiment, vous dites, c'est la signature d'un moineau. Donc en réalité, il a 50 mètres d'envergure. 52 mètres, oui. Mais sur les radars, on voit un moineau. Oui, tout à fait. Oui, non, c'est pour ça que c'est un petit peu peut-être superfétatoire d'envoyer en l'air 125 appareils pour une mission de bombardier furtif. Il n'a peut-être pas autant besoin de chasseurs bombardiers pour protéger son opération.
C'est intéressant parce que cet avion, c'est vraiment l'exemple typique de ce que les scientifiques appellent l'innovation de rupture. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la modernisation de quelque chose qu'on connaissait déjà. Et d'ailleurs, les premières images qu'on a vues de cet avion, on s'est dit, mais c'est quoi ce truc ? C'est l'avion de Spider-Man, c'est de la frime. Enfin, je veux dire, ça ressemble pas à un bombardier. Est-ce que c'est pas juste une grande opération de communication ? Et puis, effectivement, il semblerait que l'efficacité est avérée, notamment, comme nous a appris Xavier Titelman, parce qu'il est recouvert de peinture à $30 000 le jour. 40 000. 40 000, décidément. Ça, c'est le successeur du B2. À mon avis, Guillaume doit repeindre son appartement parce qu'elle a fait la 3e fois. Il est fasciné par le pot de peinture à 40 000 euros. Le reste. Je trouve que la peinture c'est cher, mais alors là, finalement. Non, il y a un avion à 3 milliards, Guillaume, ça le bluffe pas particulièrement. Mais alors, le pot de peinture à 40 000 euros, ça. Mais vous savez, ça, c'est un classique de la communication. C'est qu'au-dessus d'un certain niveau, les sommes ne parlent plus aux gens. C'est pour ça qu'un costume, ça choque plus peut-être que d'autres détournements. Ce prix qui a été à une époque très critiqué aussi, il a montré, enfin une des raisons, je pense qu'il y a aussi une opération de com, c'est pour dire, vous avez peut-être douté de tous ces investissements, aujourd'hui il n'y a plus de doute, ça fonctionne et ça fait ce qu'on veut. Repassons par le pilote, s'il vous plaît, Bertrand Villemer. Là encore, qu'est-ce que vous pilotiez, Bertrand Villemer, vous ? Des Mirage 3 essentiellement, oui. Expliquez-nous là encore la différence. On a parlé de l'intérieur, maintenant on voit l'extérieur de cet avion. Alors la fameuse peinture à 40 000 $, le pot qui fascine Guillaume Roquette. Et au-delà de ça, le fait qu'il a ce revêtement spécial qui fait qu'on ne peut pas le détecter. Alors c'est une technologie qui vient de très loin, contrairement à ce que je viens d'entendre. Ça fait 30, 40 ans que les Américains travaillent sur des formes furtives au niveau de la signature radar. La signature radar est réduite, elle existe quand même. Et donc ils sont arrivés au bout de 30-35 ans d'études. Il y a eu d'autres avions que celui-là qui avaient une forme un petit peu en aile volante, comme ça, sans dérive et sans angle au niveau des plans, qui avaient une signature extrêmement faible. Enfin, évidemment, il y a aussi le revêtement qui joue dans la signature radar. Mais il y a une deuxième signature sur un avion, il y a la signature Doppler. Ce que vous voyez là, sur le dessus, c'est les moteurs. En principe, les moteurs, ils sont en dessous. Ils sont dans l'axe du fuselage. Pourquoi ? Parce que lorsque un radar voit quelque chose qui tourne, il y a une signature qu'on appelle la signature Doppler et qui trace l'avion. Le fait que le moteur est sur l'aile, il faudrait que le radar soit au-dessus pour le voir. Ça, c'est important. Et la deuxième chose, la troisième signature qui existe, c'est la signature thermique, c'est-à-dire l'émission de chaleur. Et là, le fait que ce soit sur le dessus de l'aile dilue le flux d'éjection des moteurs. Voilà les caractéristiques de cet appareil. C'était sa première mission. Les Américains en ont 18, ils en ont engagé 14. Et il y en a eu un qui est tombé en panne. C'est extraordinaire. À quoi est-ce que vous comparez, je vous pose la question sur ce plateau, précédemment dans les projections de puissance militaire, à quoi est-ce qu'on peut comparer cette capacité de ces 19 avions pour les Américains à être partout dans le monde ? C'est porte-avions, c'est la meilleure. Un porte-avions qui transporte 80 aéronefs, c'est-à-dire un tiers de l'armée de l'air française, et le meilleur symbole de la projection de puissance, parce qu'un porte-avions, ça va faire 30-40 nœuds, et ça, 24 et ça traverse la planète très très vite. Et puis quand vous y allez, vous avez une puissance de feu absolument considérable, parce qu'il y a toute la flotte aéronavale autour, avec les missiles Tomahawk, etc., etc. Il y a des missiles de croisière, il y a des destroyers, il y a des sous-marins nucléaire d'attaque, etc. Donc une flotte aéronavale qui se déplace, je crois qu'il n'y a pas plus symbole quand même que de projection de puissance. Et d'ailleurs, la France s'y est pas trompée, qui veut absolument le successeur de Charles de Gaulle. On voit là, effectivement, quand on parle du sentiment de jubilation que Trump peut éprouver, il sait qu'il peut donner un ordre et n'importe où dans le monde, il peut frapper sans être repéré. C'est quand même un degré de puissance dans l'histoire qui est sans précédent. Oui, sans précédent. Alors, ça, je fais quelques recherches là. Les Chinois, maintenant, ont l'équivalent, enfin, sont en train de développer l'équivalent avec une forme assez similaire. Ça s'appelle le H-20. Il n'est pas en service, mais ça donne quand même des idées aux principaux compétiteurs qui voient bien que maintenant, si demain il y a une guerre, si on veut challenger les Américains, il va falloir développer ce genre de choses. Donc, effectivement, c'est à la fois une démonstration de puissance, mais en même temps, ça incite le compétiteur à rattraper son retard stratégique. Donc les Chinois sont en train de développer la même chose. D'autant que ces dernières années, il y avait beaucoup de remarques sur le fait que le budget de la défense américain baissait en pourcentage du PIB, que les stocks américains n'étaient pas au top.
que les Américains étaient incapables de remplacer leur propre flotte de sous-marins et que par conséquent cette histoire d'AUKUS par exemple était en fait une farce parce qu'ils ne sont même pas capables d'avoir leur propre sous-marin. Donc là ça effectivement remet complètement les cartes. Est-ce qu'il est vrai que c'est la première fois qu'ils sont vraiment d'usage? C'est bien ce que j'ai compris, Bertrand Villemer? Oui, il y a un point important, c'est la rapidité d'intervention. Et c'est la furtivité. Un groupe aéronaval, je suis désolé, mais c'est plutôt lent et on le voit de très très loin. Et puis c'est absolument pas furtif. Ça c'est furtif, ça se voit au dernier moment. Et d'ailleurs, il y a deux fois 7 avions qui sont partis de la base de Missouri, 7 avions vers l'est et 7 avions vers l'ouest pour faire une diversion. Et c'est sur la flotte d'avions qui était partie vers l'ouest qu'il y a eu un avion qui est tombé en panne. Oui. D'un autre côté, ce type de mission, c'est une mission qui intègre tout un tas de types d'avions pour pouvoir assurer l'accompagnement de cet appareil qui est furtif, mais qui peut quand même être engagé, ne serait-ce qu'à vue par un autre avion de chasse. Et donc c'est pour ça qu'il y a 125 appareils qui ont participé. Il y a des ravitailleurs, il y a des avions radars, il y a des avions qui sont en charge d'éliminer les radars, si toutefois ça n'a pas été fait par les Israéliens, ce qui était probablement le cas. Il y a des avions de protection pure, de chasse RR autour, et donc c'est un espèce de groupe qu'on met en l'air avec une planification qui est extrêmement pointue, et je crois qu'il y a guère que les Américains et cocorico un petit peu les Français pour être capables de gérer autant d'avions en même moment, même si il n'y a que les Américains qui possèdent ce type d'armes. J'avais une question pour le général Villemer. Est-ce qu'en termes de défense aérienne, ça ne réhabilite pas finalement les missions des patrouilles de chasse classiques, de manière à avoir une détection à vue de ce type d'appareil? Si, bien sûr. C'est quelque chose qu'il faut... D'ailleurs, je suis très étonné dans ce reality show à l'américaine de l'absence de secret. Là, je rejoins le général Richoux, je suis complètement étonné, quoi. Ces choses-là, c'est archi confidentiel. Et donc, alors on explique le missile, alors on dit qu'il est supersonique, c'est vrai, il est supersonique, c'est vrai qu'il y a une temporisation à l'impact, c'est vrai, ils disent qu'il peut percer 8 mètres ou 6 mètres de roche, ça a l'air d'être vrai, même si là il y en avait 70, mais il y a vraiment un luxe de détails, c'est un peu du reality show pour moi, c'est un peu ridicule, c'est une chose sérieuse, ce qui est fait, et j'ai pas l'impression que ça soit tellement pris au sérieux, en tout cas pour les gens qui font de la com là-dessus. C'est un petit peu paradoxal tout ça. Bertrand Villemer, est-ce que vous aimeriez piloter un avion comme ça, Bertrand Villemer? Vous seriez partant tout de suite là, vous remonteriez dans le cockpit? Non, parce que ça se pilote pas en fait. En fait, c'est les systèmes qui pilotent. C'est un avion qui évolue pas, hein. Parce que s'il part sur la tranche, il a une signature radar terrible. Donc il faut qu'il vole à plat. Il faut que s'il se met sur le côté, il aura une signature radar qui sera extrêmement importante. Donc s'il veut rester furtif, il faut qu'il décolle à plat et qu'il reste à plat pendant toute la mission. Ce qui n'est pas franchement le rêve d'un pilote de chasse. On ne peut pas trop s'amuser. Oui. Merci beaucoup Bertrand Villemer. Merci infiniment. Trump qui affirme que sa mission a réussi jusqu'à la fin. Rappelez-vous les 20 minutes de bombardement et dit-il, et c'est contesté ce soir, le nucléaire iranien a été détruit. C'est vraiment nul ce que les médias font. Ce qu'ils veulent, c'est essayer de minimiser cette victoire, qui est pourtant une victoire extraordinaire et exceptionnelle. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Tout est cassé sur le site iranien. Il n'y a plus rien. Tout est détruit au sous-sol. C'est un véritable anéantissement. C'est un mot fort que j'emploie à dessein. Et je crois que c'est le terme qui est employé dans les derniers rapports d'Israël. Il parle d'un anéantissement total. Alors voilà ce qui est affiché par Trump. Le Financial Times donne des informations qui sont beaucoup moins reluisantes dans le résultat. Les premières évaluations des services de renseignement fournis au gouvernement européen indiquent que les stocks d'uranium hautement enrichi de l'Iran restent en grande partie intacts après les frappes américaines sur ses principaux sites nucléaires. Les sources ont déclaré que le renseignement suggérait que le stock iranien de 408 kg d'uranium enrichi, à des niveaux proches de ceux de la qualité militaire, n'était pas concentré à Fordo au moment de l'attaque. Il a été déplacé à divers endroits autres, selon les évaluations. Si le Financial Times dit vrai, c'est quand même un journal crédible, et ses sources, c'est un ratage. En tout cas, en bonne partie, c'est un ratage.
Oui, en tout cas, c'est un succès relatif, parce que si les stocks sont toujours disponibles, ça veut dire que même si les centrifugeuses qui ne peuvent plus être actionnées pour continuer à enrichir de l'uranium, il y a une partie de l'uranium enrichi qui a été sauvée. Il y a 2 points qui, je trouve, crédibilisent ce point de vue ou cette hypothèse. Le premier, c'est la prudence du patron de l'AIEA, l'agence de l'ONU chargée de l'énergie atomique, qui, à votre micro, expliquait qu'il ne pouvait pas savoir si cette opération était un succès ou non, et il a expliqué aussi qu'il avait perdu la trace de ces stocks d'uranium enrichi. Et puis il y a une deuxième chose intéressante, c'est que comment pourrait-on faire pour sortir de ces interrogations ? Il faudrait aller voir sur place, il faudrait pouvoir vérifier. Or, qu'est-ce que vient de faire le Parlement iranien il y a quelques heures ? Il vient de dire qu'il souhaitait, ça n'a pas encore été entériné par le pouvoir, mais c'est en bonne voie, qu'il souhaitait rompre les relations avec la AIEA, donc pour empêcher qu'on puisse venir vérifier de façon objective et indépendante, sous l'égide de l'ONU, si effectivement les capacités nucléaires de l'Iran ont été réduites à néant. Et ça, c'est un élément qui n'incite pas à l'optimisme. Raphaël Grossi disait sur ce plateau hier, il faudrait seulement quelques mois pour refaire des centrifugeuses. Donc, s'il reste l'uranium, et si on peut refaire les centrifugeuses en quelques mois, voilà. Oui, bien sûr. Et puis, écoutez, Fordo, on savait qu'il allait être attaqué. On parle que de Fordo bien avant qu'il soit attaqué. Le premier jour de l'attaque, on a dit Natanz a été attaqué, etc. Et Fordo ne l'a pas été. Donc, il faudrait qu'il soit crétin pour avoir laissé les centrifugeuses et l'uranium et éventuellement d'ailleurs les scientifiques dans le sous-sol. Non mais très franchement. Donc on peut penser effectivement que ça a été dispersé et c'est certainement pas stocké au même endroit, c'est dispersé parce que sur un territoire 3 fois gros comme la France, c'est la première chose qui vient à l'esprit, c'est disperser ce que l'on a pour qu'il soit moins atteignable. Mais en octobre 2024, quand les Israéliens avaient bombardé en Iran, ils n'avaient pas bombardé des sites nucléaires, mais ils avaient bombardé des batteries protégeant des sites nucléaires. Le message étant, il l'avait dit explicitement, on sait très bien où ils sont, on sait très bien où les frapper. Donc les Iraniens ont eu largement le temps de retirer ce qu'ils voulaient retirer. Oui, et d'autant que 408 kilos, ça va être réparti sur 4, 5, 6 barres d'uranium. C'est à peu près le poids du plateau, vous vous rendez compte, donc ça va dans un véhicule utilitaire. Mais surtout, l'élément un petit peu accablant pour les Américains, c'est que dimanche, il y a eu un second raid, il y a eu un raid israélien massif sur Fordo, signifiant que le travail n'avait pas été terminé, tout simplement. Pourquoi les Israéliens auraient bombardé Fordo le lendemain ? À nouveau, C'est aussi, alors on commence à parler aux États-Unis et dans les médias israéliens de négociations pour la suite. C'est un des enjeux justement qui est soulevé, cette question de ces kilos d'uranium enrichi. Et si c'est vrai, et vraisemblablement c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire avec et est-ce que les Iraniens seront prêts à négocier là-dessus ? Et ensuite, il faut se rappeler que les Iraniens ont dit à M. Grossi et à l'AIEA que le mont de la pioche, c'était pas leur affaire. Voilà, donc il se passe des choses là-bas, sans que, en plus de vouloir éventuellement rompre les relations avec l'AIEA, ils ont signifié clairement et très sèchement que le monde de la pioche, eh bien, ça regardait pas l'AIEA. Donc je crois qu'il n'y a rien de rassurant là-dedans, et ils sont des malins. Ils ont sûrement pas resté, ils ont certainement pas mis tous les œufs dans le même panier pour faire plaisir à M. Trump, pour qu'il réussisse d'un seul coup à tout détruire. Vous parlez de l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Son directeur Grossi était à votre place hier et il dit quelque chose quand même qui éveille les soupçons, en tout cas chez ceux qui disent peut-être qu'on a fait du théâtre et on est entré en guerre pour des motifs insuffisants. Il dit « Je ne peux pas affirmer, ce serait malhonnête de ma part, que les Mollahs préparaient la bombe ». Qu'est-ce que ça veut dire très exactement ? Écoutez sa déclaration. Oui ou non, est-ce que la République islamique d'Iran préparait une bombe atomique ? Je ne peux pas l'affirmer. Ça serait malhonnête de ma part de dire qu'il le préparait. Est-ce que vous comprenez que dans ce doute, les Israéliens aient dit c'est pour nous une question de vie ou de mort, donc nous devons bombarder ? Non, je ne comprends pas ça. Je comprends la logique, mais si par comprendre, vous voulez dire justifier, moi, je suis un diplomate, un homme de paix. Moi, je considère qu'il y avait une voie diplomatique. Est arrivé ce qui est arrivé. Il y avait, j'insiste, vous êtes en train de nous dire, on aurait pu continuer des négociations
plutôt que de bombarder tout de suite? Évidemment. Mais... Alors, diplomate, écoutons la diplomate sur ce plateau. Alors, quelle est la part, disons, d'arrangement ou la part où réellement ils considèrent que les Iraniens n'étaient pas assurément à la veille de la bombe? Oui, ça, personne, effectivement, n'était en mesure de le dire, parce que les Israéliens ont affirmé qu'ils étaient à, je ne sais plus, à 15 jours de réaliser la bombe. Il est très honnête, hein, Raphaël Grossi, et en même temps, il est très diplomate, parce qu'il doit gérer tous les membres de l'AIEA, tous les membres de la communauté des Nations Unies, et s'il veut un jour reprendre des inspections, reprendre les négociations, il ne peut pas se mettre à mal les Iraniens. Mais comprenez, ceux qui entendent ça, en tout cas ceux qui considèrent que les Américains nous roulent dans la farine, etc., en entendant ça, dire en réalité, on nous a entraînés on nous entraîne dans une guerre. Non, pas tout à fait. Non, moi, je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'ils se mettent en position de la fabriquer. Il a dit, je ne sais pas s'ils étaient en train de la fabriquer. C'est un peu ce qu'on a tous constaté. L'enrichissement à 60%, c'est pas du tout pour les centrales nucléaires civiles. Les programmes comme ça, qui sont à moitié contrôlés, ils ont enrichi plus de 40 fois ce qui était autorisé avant 2018, avant la rupture du deal par Trump. Donc il se passe quelque chose. Donc je pense qu'ils se mettaient en état de pouvoir la fabriquer. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient en train de la fabriquer, et ça ne veut pas dire qu'elle était sur le point d'être fabriquée. C'est quand même une très grande différence. Quand Grossi dit je ne pourrais jamais dire que la solution était militaire. Je ne critique pas, il dit c'est un choix, mais il dit la négociation aurait pu continuer. On aurait pu continuer des négociations. Continuer ne veut pas dire aboutir, d'ailleurs. Mais c'est un homme de négociation, c'est normal. C'est le rôle de l'AIEA qui est d'être le gendarme du nucléaire et qui, en même temps, réalise les inspections quand il y a des décisions politiques. Non, mais là, Sylvie, tu as mis le doigt où ça fait mal. On ne peut pas être à la fois diplomate et gendarme. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas fonctionner. Vraiment, l'AIEA est le symbole des impuissances des agences onusiennes dans le monde, sur tous les sujets. Ce qui est dramatique, c'est que là, on est sur le sujet nucléaire. Il y a quand même quelque chose là-dedans, au-delà du technique, et la question de technique, que ça soit 6 mois, dans 2 ans, dans 10 ans, c'est aussi la question existence. Enfin, et on a déjà discuté sur ce plateau, les discours, l'intention des Iraniens qui scandent mort aux États-Unis, mort à Israël, non, mort à l'entité zioniste, parce que bien évidemment, ils ne mentionnent jamais Israël. Pour les Israéliens ou pour les Américains, c'est un autre enjeu que pour M. Grossi, qui, je comprends, est dans sa position de diplomate, dans son position à l'ONU. C'est pas la même chose de dire ils ont toutes les... Ce que Grossi a dit à Darius hier, c'est tout simplement le niveau de preuve que j'ai que les Iraniens préparaient une bombe n'est pas suffisant pour que j'en fasse la politique officielle de l'AIEA. Tout à fait. Et encore une fois, s'il n'était pas diplomate comme ça, il n'aurait pas pu se rendre à Zaporijjia, il n'aurait pas pu avoir un accord avec les Russes et avec les Ukrainiens. Mais c'est son boulot. Et il fait la même chose avec les Iraniens. Mais pardon, écoutez, quand Gérard Haraud, sur notre antenne, disait les Américains nous refont le sketch de 2003, c'est-à-dire le sketch de la guerre d'Irak, il va plus loin. Non. Il va plus loin que ça. Bien sûr, il va plus loin que ça, parce que c'est le même Monsieur Grossi qui dit « Je n'ai pas les preuves que les Iraniens fabriquent la bombe », c'est le même qui, à la tête de l'AIEA, publie une résolution la veille de l'attaque israélienne en Iran. Une résolution, c'était la première depuis 20 ans, pour dire les Iraniens ne jouent pas le jeu de la collaboration avec nous pour contrôler qu'ils ne fabriquent pas la bombe. Enfin, moi je ne suis pas un expert des problèmes nucléaires, mais à mon avis, si les Iraniens fabriquent des usines à 80 mètres sous le sol pour faire leurs petites affaires, c'est pas pour se protéger des coups de soleil, c'est bien parce qu'ils ont des choses à cacher. Et donc, c'est pas parce qu'ils n'ont pas la bombe demain qu'ils sont pas en train de la préparer, et ils nous le planquent en plus. Mais